Alors, Monsieur le Premier ministre, je partage votre enthousiasme, votre satisfaction, c'est vrai, mais il y a quand même des questions liées, par exemple, au trafic de drogue, qui reste prépondérante en Côte d'Ivoire. Il y a également la cybercriminalité qu'on ne peut pas nier au jour d'aujourd'hui, même si des efforts sont faits. Alors, vous, dans votre projet, comment allez-vous faire pour contenir ces trafiquants qui, au minimum, à minima, transitent par la Côte d'Ivoire? Je crois que ce sont des sujets auxquels doivent faire face un certain nombre de pays qui se trouvent dans des situations particulières. Vous voyez le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons, je dirais, dans un contexte où, ici et là, on a des pays qui doivent faire face au terrorisme. Et on sait que ce type d'environnement où il y a du terrorisme doivent se financer par divers moyens. Donc vous avez sur vous une pression beaucoup plus grande, je dirais, de divers trafics et de diverses sortes de criminalité auxquelles il faut faire face et qui vont au-delà de ce à quoi doivent faire face des États dans un fonctionnement courant. Donc la menace terroriste, je dirais, la menace qui consiste à voir des trafics de drogue ou toute autre sorte de criminalité se développer, se sont accrus. Mais les outils que nous utilisons, comme je l'ai dit, en matière de sécurité et de défense, qui sont donc des équipements scientifiques de haut vol, mais également la coopération avec un certain nombre de pays que nous avons aujourd'hui sur ces questions-là, permettront, je le pense, avec le personnel que nous avons formé également à cet effet. Il y a du personnel spécialisé, il y a, je dirais, des animaux qu'on utilise, il y a de la technologie qu'on utilise. Donc aujourd'hui, on a des équipes de lutte anti-drogue qui sont également d'une très grande compétence. On a des systèmes d'information et technologie qui nous permettent de tracer, de communiquer. On a également des équipements qui nous permettent effectivement de retrouver ces personnes-là lorsqu'elles sont sur le territoire où la drogue, on a eu à faire ici des prises extrêmement importantes. Donc je pense que c'est un sujet auquel, en permanence, il va falloir se consacrer, s'attaquer. Le sujet également, c'est que ce soit la défense aux frontières ou ces grands fléaux, ça prend des ressources extrêmement importantes. Que quelquefois, pour les pays en développement, les divertir de l'investissement sur le développement pour les consacrer à ce genre de fléaux n'est pas toujours aisé. Mais on arrive à mobiliser les ressources suffisantes et avec l'aide de partenaires à avoir des résultats extrêmement probants. Donc je ne suis pas inquiet que d'ici l'horizon 2030, on fasse des progrès significatifs dans le domaine de la lutte, je dirais, contre le trafic de drogue et la criminalité en général. Monsieur le Premier ministre, je vais partager votre optimisme. Sur la question du terrorisme, l'initiative d'Accra préconise qu'il y ait un renforcement de coopération militaire au niveau régional. Pour la Côte d'Ivoire, on le sait, on a quelquefois maille à partie avec nos voisins, les pays frontaliers. Je vais citer l'AES notamment. Comment renforcer donc cette coopération quand on ne s'entend pas toujours et bien avec les voisins? J'aimerais d'abord dire que nos relations avec les voisins, en tout cas ceux dont vous parlez, ce sont des relations fraternelles et d'amitié séculaires. Depuis disons, le début des indépendances et bien avant. Donc ces relations, elles restent toujours. Ce sont des relations fraternelles, ce sont des relations d'amitié. Un certain nombre de pays qui sont des pays frères et amis ont décidé pour des raisons particulières de se mettre ensemble pour mener un chemin de développement qu'ils souhaitent. Nous appartenons à des institutions multilatérales, que ce soit la CEDEAO et l'UEMOA, qui, sur ces questions de relations avec les différents acteurs, ont pris des positions. Et en général, la Côte d'Ivoire s'aligne sur la position des multilatéraux avec lesquels il aborde ces questions-là. Donc le Ghana, le Nigeria, tous ces pays, on se concerte ensemble par rapport à ces questions dont vous faites mention, prendre des positions communes. Voilà, donc ce seront des positions qui seront alliées. Et pour les autres pays? Lesquels? Burkina, Mali? Mais c'est ce que je dis. Je dis que... C'est pareil? Non, ce que je dis, c'est que dans cette discussion sur la question de l'AES et de ses relations avec les différents pays en matière économique, en matière de sécurité, sur toutes ces questions-là,
la CEDEAO, l'UEMOA, discutent de ces sujets et ensemble arrêtent d'accord partie le type de relation qu'il faut avoir sur la base des positions qu'eux-mêmes ont prises. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Les relations, elles vont exister. Ce sont des questions de sécurité qui sont préoccupantes et pour ces pays et pour nous-mêmes. Donc, on trouve les voies et moyens de continuer à coopérer, à discuter pour assurer la sécurité de la sous-région. Alors, monsieur le représentant du candidat, l'avenir d'une nation se mesure aussi par la qualité de son capital humain. On va donc parler du pilier 2, évoquer l'éducation, la santé, l'emploi, la solidarité. Monsieur le représentant du candidat, vos adversaires affirment que votre bilan repose sur les ponts, les routes, pas sur les hommes. Que leur répondez-vous ce soir? Ben, je ne sais pas sur quel modèle économique eux ils fonctionnent, hein, mais si on regarde... Vous entendez souvent ces assertions? Enfin, je veux dire, pas nécessairement d'eux, hein. Ça peut venir également d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement l'opposition ou nos adversaires politiques. Mais je crois que les modèles de développement aujourd'hui sont connus de par le monde. Vous avez un pays qui a un potentiel énorme, qui a des ressources, qui a des terres arables, qui a de l'eau, qui a des minerais, etc. Mais ce pays ne se développe pas seul. Il se développe à travers des hommes. Donc vous devez former un capital humain de qualité pour pouvoir transformer, je dirais, ce potentiel-là, créer des richesses et les répartir. Mais ces hommes, une fois qu'ils sont là et que vous les avez formés, ils ne peuvent pas comme ça seuls transformer. Il faut un minimum d'infrastructures. Et ce sont donc le développement des infrastructures qui créent les conditions qui permettent d'exploiter les ressources et de véritablement créer des richesses. En particulier, vous savez également que le développement d'un pays et la croissance est d'abord tiré par le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de développer le capital humain, de développer les infrastructures et de créer les conditions propices pour attirer l'investissement privé qui, lui, véritablement, crée les entreprises, crée des emplois, génère des revenus qui permettent à l'État également d'assurer la continuité du développement et de répartir cette richesse. Donc, on ne peut pas développer un pays sans infrastructure. Je dirais que, d'ailleurs, l'histoire même de la Côte d'Ivoire est une histoire d'infrastructure. Si vous regardez les 20 premières années du développement de la Côte d'Ivoire, qu'on a appelé miracle ivoirien, le président de la République, le président Houphouët, à l'époque, a fondé ce développement rapide, cette accélération, sur le développement, sur l'agriculture, donc l'agriculture de rente, café et cacao, sur les infrastructures, ports, aéroports, routes, et sur le développement du capital humain. Donc, les infrastructures sont l'investissement nécessaire pour permettre l'investissement qui permet le développement. Donc, je ne vois pas les ponts, les routes, etc. Ils ne sont pas faits pour la beauté des yeux. Encore que s'ils sont beaux, c'est pas plus mal. Mais en réalité, ils servent, je dirais, c'est des investissements dans le secteur des transports, en général, comme on dit, donc port, aéroport, route, pont, et ils visent à, comme je le dis, accroître l'investissement privé pour permettre le développement. C'est pas mal d'embellir, monsieur le représentant du candidat, et c'est bien pour notre pays, on est tous fiers d'ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire, vous le savez certainement aussi, occupe la 157e place mondiale en matière d'indice de développement humain. Est-ce une place honorable pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand on utilise ces indicateurs pour comparer, etc. Mais c'est important aussi. Non, mais je n'en disconviens pas, hein, c'est extrêmement important. Hein. Donc l'indice de développement humain, il y a les questions qui touchent à l'éducation, à la santé, au pouvoir d'achat, etc. Mais je pense qu'une fois de plus, vous comparez par rapport à un standard ou vous comparez par rapport à l'effort qu'on a fait. Parce que, je le répète encore et je le dis, on l'oublie trop souvent. Expliquez-nous, monsieur. Mais est-ce que vous savez d'où le pays vient? En 2011, quand le président Alassane Ouattara prenait le pays en main pour le diriger, est-ce que même nous qui étions avec lui, nous n'avons jamais imaginé que 15 ans après, nous serions avec un pays là où il est aujourd'hui? Ne serait-ce même que sur les questions de sécurité.
Quand on sortait, on tirait encore dans les rues d'Abidjan, les frontières n'étaient pas sûres, on se disait est-ce qu'on va arriver à la sécurité? Il y en a qui étaient à l'extérieur, ils n'osaient pas rentrer, on était dans un environnement. Vous imaginez qu'en 15 ans, on a fait des progrès, mais énormes. Donc le niveau d'IDH qu'on a aujourd'hui, en regard, je dirais, d'où on vient, mais est très respectable. Et dans les 5 prochaines années, on va continuer de faire les efforts dans le capital humain, dans la santé, etc. Et on va, comme pour beaucoup d'autres indicateurs, dépasser des pays qui, eux, n'ont jamais même connu de crise. Donc, je vous prie toujours de prendre en compte non seulement le niveau auquel nous sommes de cet indicateur, mais de prendre également en compte d'où on vient et l'effort qui a été fait. Parce que quand on regarde la progression de l'IDH que nous avons eu, il est parmi le 4e meilleur au monde. La 4e performance meilleure au monde en matière d'IDH. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut considérer. Nous, on est très heureux de ça. Naturellement, on ne dit pas que tout est bien, que tout est fini. C'est bien pour ça qu'il y a cette ambition, cette vision 2030, pour continuer à poursuivre les progrès que nous avons.